Le livre intitulé La Genèse du réel a été lancé en novembre 1988 par Bernard de Montréal à la salle Le Plateau à Montréal. Malheureusement, depuis le décès de Bernard de Montréal, le livre a été retiré du marché. Dans les premières minutes de cette soirée de lancement, Richard Glenn propose à Bernard de lire l'avant-propos du livre pour créer un lien entre sa voix et le texte imprimé. Bernard hésite à le lire lui-même car cela l'amène à critiquer son propre travail, donc François Peyotte se propose de le faire à sa place. Dans l'avant-propos lu par François, il est mentionné que les études supramentales ont réellement commencé en 1969, lorsque la lumière de l'intelligence cosmique est descendue sur Terre pour éclairer l'homme sur les lois de la vie et de l'univers. Le livre propose une approche évolutive permettant l'intégration progressive de ces lois universelles. Il met en avant la double articulation fondamentale du réel, l'involution, période d'ignorance où l'homme subit les lois de la vie sans les comprendre, et l'évolution, période d'intégration des lois de l'univers où l'homme les comprend et les intègre. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute de la nature de l'homme et de son rôle dans la création. Il mentionne que l'homme fonctionne par vibration et que sa source est créative et dépourvue d'égoïsme. Il explique que lorsqu'il écrit, il le fait en fonction de sa propre vibration plutôt que de celle du public, mais qu'il demande à d'autres de transmettre son message de manière plus compréhensible pour le grand public. Il affirme que l'intelligence est une énergie différenciée que l'homme doit concrétiser et qu'il est de son rôle de donner une forme à cette énergie. Il explique que l'homme doit détruire les anciennes formes pour créer de nouvelles formes qui seront l'expression de son savoir universel. Cependant, il souligne que cette destruction de formes n'est pas facile, car cela implique de supporter l'éclatement de la forme et de se transformer soi-même. Il explique que l'homme est régi par des lois qui empêchent une compréhension juste et objective de l'énergie, mais que cette brisure de forme à l'intérieur de l'ego est nécessaire pour l'évolution de l'homme. Il mentionne que l'homme devra être émotionnellement et mentalement équilibré pour créer une nouvelle forme de savoir qui sera différente de la connaissance ancienne. En résumé, Bernard de Montréal explique que l'homme doit être en harmonie avec sa source créative et détruire les anciennes formes pour créer de nouvelles formes qui reflètent son savoir universel, mais cela demande un équilibre émotionnel et mental. Selon Bernard de Montréal dans son livre La Genèse du réel, la connaissance mémorisée par les individus va évoluer vers une forme de connaissance vivante. Le processus mémoriel chez l'individu va se développer, permettant à la vibration du savoir de se transmuter et de s'élargir sur des plans plus subtils. L'homme pourra alors créer ses propres centres de connaissance et passer de la personnalité à la personne, en élevant sa vibration pour accéder à son propre savoir. Il est également souligné que le savoir universel ne se limite pas à quelques individus, mais fait partie intégrante de chacun. Quant à la langue utilisée dans le livre, Bernard de Montréal explique que celui-ci est écrit en français car le centre géographique de l'énergie dont il parle se situe au Québec. Le peuple québécois bénéficie d'une position géographique favorisant ses qualités spirituelles et sa capacité à s'ouvrir à une nouvelle science. Il est considéré comme un peuple pont entre la rigidité de la forme européenne et la nouvelle dynamique de l'Amérique. À long terme, le peuple québécois pourrait devenir une nouvelle représentation d'une conscience collective à l'échelle d'une nation, en comprenant les lois de l'homme et l'invisible. Enfin, un rapprochement est fait avec l'époque où le Christ est passé par la Palestine alors que Rome dominait. De la même manière, le Québec se situe entre l'Amérique anglophone et les États-Unis qui dominent. Le peuple juif était un peuple initiatique et le peuple québécois pourrait développer une conscience initiatique basée sur une science avancée du mental. Cette conscience n'est peut-être pas encore évidente pour tous, mais certains initiés et médiums perçoivent cette potentialité. Le peuple québécois doit être capable de absorber de nouvelles idées qui font le lien entre la lumière et l'homme. Cependant, sa grande spiritualité et son goût pour la recherche le rendent vulnérable à l'influence de nouveaux courants d'énergie qui émergent dans le monde. Un exemple de ce phénomène est le channeling, qui se développe en Californie. Lorsque l'astral se manifeste sur une planète et que l'homme entre en contact avec les plans sans en connaître les lois, il peut facilement être fasciné et réduit à une impuissance psychologique face à l'invisible. L'invisible a la capacité de s'introduire dans la mémoire de l'homme et de lui faire croire qu'il le connaît. Cependant, cette situation sera arrêtée par des œuvres qui mettront en garde contre les dangers du phénomène de la canalisation. L'homme nouveau sera celui qui saura différencier l'énergie, c'est-à-dire prendre l'énergie pure et lui donner une forme en fonction de son niveau de conscience afin d'éliminer le lien entre l'infini et la matière. Aujourd'hui, l'énergie est fortement différenciée par le plan astral.
Un danger de manipulation subtile par des intelligences d'autres plans. L'homme doit être capable de différencier son énergie au point qu'aucune forme venant de l'astral ou de l'invisible ne puisse affecter son esprit. Il est nécessaire que l'homme ne soit pas fasciné par la connaissance ou la créativité autre que les siennes, car cela le mettrait en danger. À la fin d'un cycle, les puissances astrales deviennent de plus en plus fortes, et plus l'homme sera fort, plus ces puissances seront fortes, entraînant une augmentation des suicides et de l'aliénation. Il est important que l'homme comprenne les lois du mental afin de se désengager de l'aliénation et de la manipulation astrale. L'homme doit développer une conscience intégrale pour pouvoir supporter la surinformation et accéder à son savoir universel. Cela exigera une grande transformation et une prise de conscience de ses illusions antérieures et spirituelles. L'homme réalisera qu'il existe non seulement un monde matériel et un monde spirituel, mais aussi un monde de lumière qui a besoin des mondes inférieurs pour se réaliser. Cette synthèse est incomplète. Dans cette synthèse, l'auteur aborde le thème de la matérialité et de la spiritualité. Il affirme que l'homme doit se libérer de sa fascination pour les individus et les autorités externes, et rechercher sa propre intégrité et intelligence. Chaque individu possède sa propre capacité et autorité, et doit plonger dans son propre monde pour développer ses talents et contribuer à divers domaines tels que l'architecture, la science, la médecine et la philosophie. L'auteur souligne l'importance de la conscience intégrale et de la réalisation de soi pour évoluer en tant qu'individu et nation. Concernant l'avenir de la planète, l'auteur reconnaît que les lois écologiques sont souvent négligées, mais affirme que l'humanité devra vivre des chocs pour éveiller sa conscience. Cependant, ceux qui sont conscients et éveillés pourront passer au-dessus de ces chocs en comprenant et en comprenant ce qui se passe. L'auteur soutient que l'éveil de la conscience individuelle est plus important que de se préoccuper des chocs à venir, et que l'intelligence de l'homme lui permettra de naviguer au-delà de ces événements majeurs qui font partie de la destinée des nations. Dans cette interview, l'auteur parle de l'avenir des nations et évoque la possibilité d'un raz de marée venant du monde jaune de l'Asie. Il mentionne que les peuples asiatiques, en particulier les Japonais, ont une conscience sociale différente de celle des peuples occidentaux. Ils sont intuitifs, intelligents et opportunistes, et avec le temps, ils utiliseront leur pouvoir financier et leurs compétences sociales pour devenir une puissance mondiale. L'auteur prédit une division des nations en 4 grands blocs, le bloc asiatique, le bloc socialiste, le bloc européen et le bloc américain. Il souligne l'importance pour le Québec et le Canada de s'engager dans la lutte commerciale et de travailler avec des nations étrangères afin de devenir compétitifs sur le plan économique mondial. Il encourage l'ouverture des marchés et la capacité de transiger au niveau international pour stimuler la créativité et renforcer le pays. Il met également en garde contre le risque d'une Amérique affaiblie si elle n'est pas en mesure de s'adapter à ces changements mondiaux. L'auteur est convaincu que ce livre a une énergie à long terme et devrait être traduit dans plusieurs langues principales, telles l'allemand, l'italien, l'espagnol, le français, l'anglais, le russe et éventuellement le japonais. Il estime que la traduction de ces livres permettra de partager sa vision à un public plus large. Dans cette conversation, l'auteur explique qu'il ressent une nouvelle façon de voir les choses pour l'humanité, et qu'il souhaite devenir un ambassadeur de cette nouvelle perspective. Il affirme que les sciences vivantes de notre planète font partie de l'homme et proviennent de sa source, et non pas d'une médiumnité ou d'une information provenant du plan de la mort. Il souligne l'importance de liens entre les hommes de différents pays pour que le public puisse prendre conscience de cette réalité. L'auteur affirme que son livre ne se limite ni à la théorie ni à la pratique, mais offre une manière de voir au-delà de l'ego et du mental basé sur la mémoire. Il explique que cela force les gens à regarder la vie et les choses d'une manière déconnectée de l'expérience humaine ou de l'expérience de l'âme, mais plutôt à partir de la fusion entre la lumière de l'homme et l'ego conscientisé. L'auteur mentionne que cette perspective exprime une réalité à un certain niveau, mais que la transformation de la conscience humaine doit se faire progressivement, en raison de la nature primitive, animale et émotionnelle de l'être humain. Il déclare que les mystères seront révélés avec le temps, y compris la création, les technologies immatérielles, les rêves et la vie après la mort. L'auteur indique que le livre prépare progressivement les lecteurs à entrer dans la lutte entre l'involution et l'évolution. Il mentionne que nous sommes actuellement à la base d'un V qui représente la connexion entre le plan mental supérieur et le plan mental inférieur. En conclusion, l'auteur explique que le plan mental supérieur est un monde parfait, régi par les lois de l'architecture de l'esprit, tandis que le plan mental inférieur est structuré par les pensées humaines. Il souligne l'importance de vivre
Cette énergie supramentale sans réflexion, afin de ne pas rester dans une pensée subjective et involutive. En fusionnant cette énergie avec l'ego, on atteint une pensée créative et universelle, en accord avec notre propre savoir. La fusion entre l'énergie de l'esprit, de l'âme et de l'ego est un développement potentiel de la rencontre entre ces trois énergies. L'esprit représente la lumière, une âme épurée qui devient une mémoire cosmique et l'ego agit comme une lentille permettant à l'énergie de descendre sur le plan matériel. Cette fusion est essentielle et permettra à l'homme de comprendre les mondes invisibles et de contrôler la matière. Cependant, l'homme doit se libérer de la mémoire de l'humanité et vivre dans le présent pour être créatif et avoir une conscience allégée. Une nouvelle humanité émergera de cette fusion, une humanité mentale, qui pourra créer et matérialiser des formes. Cela nécessitera cependant de grands chocs pour ébranler l'esprit de la race humaine afin de recevoir un nouvel esprit. Le temps est une gestion de l'énergie et sur le plan éthérique, il n'a pas la même vélocité que sur le plan psychologique. La fin des temps marque la fin d'un cycle d'involution et l'ascension de l'homme vers une nouvelle corporalité et le contrôle total sur le monde de la mort. C'est la fin du pouvoir des forces arimaniennes et lucifériennes sur la planète. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique que l'être humain sera amené à vivre dans le sous-sol de la Terre grâce à son corps éthérique et qu'il devra rencontrer des intelligences pour établir sa loi. Les forces telluriques du centre de la Terre ont un rôle important dans l'évolution du règne matériel, animal et végétal, mais elles seront menacées par l'électrification de la conscience de l'homme. Cette nouvelle évolution créera des troubles sur Terre tels que des tremblements de terre et des changements de température. De plus, les intelligences actuellement en place sur les plans invisibles seront troublées par le changement de gouvernement invisible que l'homme mettra en place en se reconnectant à la source. Les lois de l'involution, qui sont les lois de la mort à différents niveaux, seront remplacées par les lois de l'évolution. L'homme perdra son égocentrisme et les forces astrales perdront leur pouvoir sur lui. Enfin, l'été réel est défini comme une qualité réelle et objective des dimensions non soumises aux lois de la matière. La pensée est considérée comme été réelle car elle n'est pas régie par les lois de la gravité et sera utilisée par l'homme pour résoudre les aspects qui l'empêchent d'évoluer. Selon Bertrand de Montréal, il existe différents niveaux de conscience et de véhicules dont nous nous servons pour nous déplacer et interagir avec les différents plans de l'existence. Les pensées et la conscience sont liées à ces véhicules et au plan astral et mental. Actuellement, notre pensée subjective est limitée au plan astral, ce qui ne suffit pas pour l'homme. Avons besoin d'une pensée télépathique qui ne soit pas polarisée entre le vrai et le faux. Cela nous permettrait de construire un véhicule éthérique et d'atteindre un plan mental totalement développé. Une fois que l'homme aura terminé la construction de son véhicule éthérique, il pourra utiliser une pensée créative pour se détacher de son corps physique et devenir immortel. Cependant, il y a aussi une dimension où le pilote du véhicule devient lui-même le véhicule, et le plan astral ne le guidera plus. Cette évolution permettra à l'homme de retrouver un sentiment de totalité et d'intégralité, éliminant ainsi la souffrance dans la conscience humaine. La science intégrale, telle que présentée par la maison d'édition Science Intégrale, vise à unifier toutes les sciences, qu'elles soient physiques, génétiques, psychologiques ou philosophiques. L'homme sera capable de faire le lien entre la matière et l'esprit, et même des physiciens pourront dialoguer avec des psychologues ou des parapsychologues. Dans un avenir où les sciences seront unifiées, il n'y aura qu'une seule science et les spécialisations actuelles disparaîtront pour laisser place à une compréhension véritable de l'esprit. Il est également mentionné qu'il existe un anti-esprit qui correspond à une forme d'intelligence luciférienne qui utilise l'âme pour créer des impressions et des illusions chez l'homme. Cela crée des doutes et rend l'homme naïf. L'objectif est de devenir créateur d'impressions, plutôt que d'être impressionné. L'anti-esprit fait partie des lois de l'involution, mais il est possible de l'identifier et de s'en libérer. Dans cet extrait d'une interview, le conférencier parle de différentes formes de spiritualité et de leur impact sur l'homme. La magie noire est présentée comme grotesque, tandis que la médiumnité non comprise est jugée dangereuse. Il souligne également le danger de travailler avec des énergies sans en comprendre les effets. Il évoque ensuite le pouvoir de créer des images mentales qui ne correspondent pas à la réalité, affirmant que certaines personnes peuvent vivre des expériences visuelles sans se rendre compte des entités qui se cachent derrière elles. Il met en garde contre les manipulations visuelles. Ensuite, il parle de la fin d'un cycle, qui se produira progressivement jusqu'en 2070. Il prédit l'établissement officiel du contact entre l'humanité et d'autres civilisations,
ce qui conduira à l'émergence d'une religion universelle. Il affirme que cela sera tragique mais nécessaire pour que l'humanité évolue. Il souligne que toute intervention étrangère dans les affaires de la Terre doit être contrebalancée par une autre énergie pour maintenir l'équilibre. Il aborde également le sujet des extraterrestres, soulignant que leur avancement se situe principalement dans le domaine de la science et non de la conscience. Il affirme que leur programmation est axée sur l'étude de la matière et la création de cavités matérielles permettant de passer de la matérialité à l'immatérialité. Il les décrit comme puissants sur le plan cérébral mais pas nécessairement conscients de la même manière que l'homme. Il conclut en affirmant que la véritable conquête de l'homme sera la conquête de l'esprit, et que lorsque l'homme aura atteint cet état, il créera une nouvelle échelle de civilisation et deviendra le protagoniste de l'évolution cosmique. Il décrit l'homme éthérique comme beau, grand et intelligent, avec accès à la science cosmique grâce à son initiation. Dans cette synthèse, Bernard de Montréal aborde l'évolution politique des mondes invisibles, affirmant que les extraterrestres viendront pour comprendre les lois des mondes magnifiques qui seront disponibles dans une nouvelle évolution. L'homme nouveau jouera un rôle clé dans cette évolution, créant de nouveaux temples architecturaux adaptés à son intelligence mentale et à sa conscience cellulaire. Selon lui, l'homme nouveau ne sera pas un être qui a un précédent, il n'aura aucun lien avec le passé. Il souligne l'importance de la transmutation totale de l'âme pour qu'elle ne reflète que la lumière de l'esprit et soit en harmonie avec cette énergie. L'ego ne disparaîtra pas mais sera utilisé de manière créative sur le plan matériel et éthérique du mental. L'homme nouveau sera immortel dans le sens où il pourra voyager sur tous les plans et dans tous les temps, sans limitation ou barrière. Il ne sera soumis à aucune politique cosmique. Bernard de Montréal explique que comprendre l'univers tel qu'il est, représentant l'impossible plutôt que le possible, nécessitera une diffusion publique de ces connaissances pour forcer l'homme à changer sa perception de l'univers. La discussion se termine sur le chapitre intitulé Le Christ mondial, où Bernard de Montréal explique qu'il ne faut pas s'attacher aux symboles spirituels. Il parle de la même énergie, mais pas de la même personnification de cette énergie. Le Christ mondial représentera une conscience créative. Totalement libérée du connu, une agrégation de conscience unifiée dans le mouvement créatif et cristallisant de l'énergie cosmique à travers l'âme et l'ego transparent. Il différencie le Christ mondial du concept du Messie, déclarant que le Messie est un être cherché par les masses humaines pour trouver espoir et force. Alors que la conscience créative mettra les vidanges en relief et en perspective, elle travaillera progressivement au fil des siècles pour transformer la conscience de la Terre. Ainsi, l'homme conscientisé prendra sa place sans laisser de place au symbolisme ou à l'histoire des symboles dans son mental. Bernard de Montréal exprime son amour pour le public et sa volonté de créer pour ceux qui cherchent. La raison pour laquelle les hommes sont trop confiants en eux-mêmes, selon l'auteur, est leur naïveté. Il affirme que l'humanité est actuellement en pâturage et que nous vivons une guerre des esprits. Il considère comme grave le fait de voir des gens parler dans la rue sans savoir à qui ils s'adressent et affirme que beaucoup de personnes souffrent de solitude et de difficultés à comprendre leur fonctionnement psychique. Il souligne qu'il est important de réaliser que chacun possède sa propre intelligence et qu'il faut lui donner la chance de s'exprimer. Il affirme qu'au Québec, il y a beaucoup de connaissances sur l'homme et que nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a d'autres personnes qui savent des choses mais qui ne sont pas suffisamment reliées entre elles. Il s'engage à répondre aux questions et à partager sa propre science intégrale de l'homme. Il encourage les gens à se reconstruire, à se libérer de l'emprise du passé et à reprendre le contrôle de leur identité, à se voir comme des êtres faits de lumière et d'intelligence. Il invite le public à ne plus être fasciné par les autres, mais à se regarder eux-mêmes avec intelligence, afin que cela devienne naturel et facilite la diffusion de la connaissance spirituelle dans le monde. Il conclut en affirmant que l'homme est extrêmement bien placé pour savoir et qu'il n'aura plus à chercher à prouver son intelligence. Bernard de Montréal explique que la réalité, qui est une forme d'énergie, ne peut être révélée trop rapidement à l'homme, car cela transformerait sa conscience. Il souligne que l'homme possède un corps émotionnel primitif et animalisé qui doit évoluer avec le temps. Il mentionne que ses livres préparent les lecteurs à la lutte finale entre l'involution et l'évolution. Il explique que le premier chapitre aborde le libre arbitre et que les chapitres suivants traitent notamment de l'intelligence humaine et du monde de la mort, de l'épuration du mental humain, de la pensée humaine et de la vérité, du psychisme humain et du doute et de la croyance. Le livre de Bernard s'adresse à tous ceux qui cherchent à avancer dans leur prise de conscience et qui ne veulent pas être troublés dans leur conscience. Il ne s'agit pas d'un livre de
théologie ou de psychologie, mais d'une tentative d'expliquer les mystères et l'infini à travers la conscience de Bernard. Son objectif est d'aider l'homme à dépasser le stade psychologique de sa conscience et à réaliser qu'il possède un plan psychique où sa conscience est totalement universelle. Le livre aborde différents sujets, tels que la communication avec les plans, la conscience de l'atome et l'évolution de la conscience nouvelle de l'homme. Il cherche également à briser l'illusion selon laquelle le Christ va revenir, en expliquant que le Christ mondial est une lumière présente dans le monde et que les hommes individualisés en sont l'expression. Il encourage ainsi les hommes à se mettre sur leur propre plan et à devenir grands. En conclusion, ce livre est destiné à tous ceux qui aspirent à une plus grande prise de conscience et qui cherchent à comprendre les mystères de l'univers. Les paroles et les enseignements contenus dans ce livre font partie du savoir tant de l'homme que de l'auteur. Dans cette entrevue, l'artiste Bernard de Montréal explique le symbole présent sur les éditions Science Intégrale, une empreinte de pied qui écrase la tête d'un serpent. Il précise que ce n'est pas un pied de femme, mais un pied d'être humain, symbolisant l'homme nouveau, qu'il soit homme ou femme. Ce symbole fait référence à un passage de la Bible où il est mentionné que la femme écrasera la tête du serpent, mais de Montréal souligne que cela concerne aussi bien l'homme que la femme. Il explique que par ce symbole, il souhaite montrer que l'homme lui-même écrasera les anciennes connaissances et sera maître de son évolution dans sa conscience. Il arrêtera de se servir de sa tête pour écraser et utilisera ses pieds à la place.